Qu'est-ce que le destin? La question est de savoir qu'est-ce que le destin d'un point de vue pragmatico-scientifique, ou quels sont les mécanismes qui régissent la vie d'un être humain, comment les influencer pour qu'ils aillent dans un sens souhaité et bénéfique. Auquel cas il ne s'agit pas de savoir qu'est-ce que le destin, mais comment influencer des forces qui nous dépassent et que l'on appelle par ignorance karma, volonté divine ou destin. La question qu'est-ce que le destin n'est donc que la volonté déguisée de comprendre les forces qui se cachent derrière par ignorance. Si la lumière de la connaissance faisait disparaître l'ombre de l'ignorance en répondant à la véritable question quelles sont les forces qui influent sur la vie d'un être humain, comment les maîtriser à mon avantage, nous pourrions répondre à la question qu'est-ce que le destin? Je m'en fous, c'est ma pute. Vidéo. La psyché humaine, c'est-à-dire l'ensemble de sa structuration mentale, est divisée ainsi: conscience, surmoi, inconscient personnel et inconscient collectif. J'imagine que vous êtes déjà au clair avec ces notions et je m'excuse de devoir répéter ces bases fondamentales. Cependant, elles sont nécessaires pour le novice qui souhaite comprendre la suite de cette vidéo. Tout d'abord, la conscience, c'est le siège de tous les souvenirs, pensées, émotions, images, sensations auxquelles nous avons un accès direct, que nous avons dans nos têtes à l'instant T. On retrouve dans la conscience le persona et l'ego. Le persona est le masque que nous portons en société. C'est le vecteur des normes sociales. L'ego est la personnalité propre d'un individu. C'est ce qui lui donne son unicité. Juste en dessous se trouve le surmoi. C'est ce qui empêche les pulsions animales de ressortir. Encore plus enfoui dans le psyché d'un individu, c'est son inconscient personnel. C'est le programme du cerveau dans lequel est stocké, sous forme d'images, de symboles, toutes les croyances, compétences, connaissances et émotions emmagasinées par l'individu depuis la toute petite enfance. C'est également là que vont être stockées toutes les pulsions, traumas et autres peurs réfrénées. Et si elles ne sont pas évacuées, elles affecteront à l'instant T ou plus tard l'ego de l'individu. Et enfin, nous retrouvons l'inconscient collectif. C'est la mémoire génétique de l'humanité, dans laquelle sont stockées sous forme de symboles toutes les idoles que l'on peut retrouver dans les cultures à travers le globe, à travers les âges. Et ces idoles sont appelées archétypes. Un archétype est le symbole caractérisé d'un trait humain. Par exemple, l'archétype du héros avec Superman, Hercule et Zorro. L'archétype du sage avec Gandalf le Gris et Merlin l'Enchanteur. L'archétype du sadique, avec Hannibal Lecter et le Joker. Il existe des centaines d'archétypes stockés dans l'inconscient collectif. C'est également dans l'inconscient collectif que se cachera à différentes strates de profondeur les souvenirs de notre famille épigénétique, des valeurs et fondements moraux de la culture dans laquelle nous aurons grandi, christianisme, hindouisme, bouddhisme ou autre. La question est de savoir maintenant, dans tout ce gros, pardonnez-moi l'expression, bordel, de quoi est fondamentalement composé un individu. D'ego, de persona, de normes, de valeurs, de peurs, d'ombres, d'archétypes, de soi. Et dans ce cas-là, si je partage des archétypes communs, voire identiques, avec 8 milliards d'autres individus, en quoi suis-je unique? Je ne suis qu'une créature parmi tant d'autres. Et suis-je réellement capable d'individualité? Calmons-nous. Déjà, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Je vous invite même à prendre tout ce que je vais dire et tout ce que j'ai déjà dit comme étant faux, voire complètement faux. À prendre ce que je vais raconter comme une fiction. La fiction de la psyché humaine et de son fonctionnement. Et pour répondre à votre question, si vous êtes capable d'individualité, de vous démarquer de 8 autres milliards d'individus. Trêve de bavardage maintenant, arrivons à ce qui nous intéresse. Comment faire du destin sa pute? En comprenant les mécanismes psychiques des êtres humains. Deux pôles régissent la vie d'un être humain. Tout d'abord, sa nature, qui représente approximativement 60% de sa constitution psychique et qui lui est totalement propre. Et sa culture, qui représente 40% de sa constitution psychique et qui, elle, est partagée en commun avec d'autres humains. Tout d'abord, la nature d'un individu comprend ses fonctions cognitives. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour faire simple, il existe 8 grands schémas neuronaux dans votre cerveau, et dans le cerveau de tous les êtres humains du monde, et même peut-être des animaux. Ce sont comme des câbles électriques qui traversent de part en part votre néocortex. La première de ces 8 fonctions cognitives, le premier de ces 8 câbles, sera extrêmement gros, extrêmement solide, extrêmement puissant. Quant à la dernière, elle sera très faible. Il y aura ainsi un dégradé de taille en fonction de l'emplacement de ces fonctions cognitives. Plus une fonction cognitive sera grosse, plus elle sera utilisée et favorite pour le cerveau. Plus elle sera petite, moins elle sera utilisée et plus elle sera douloureuse à utiliser pour le cerveau. Ce sont ces câbles électriques que l'on appelle fonctions cognitives. Et ces fonctions cognitives permettent d'appréhender le monde qui entoure le cerveau et de trier l'ensemble des stimuli qui arrivent au cerveau de par les 5 sens. Il existe 4 fonctions de base qui se divisent chacune d'elles
en introverti et en extraverti. La fonction intuition, introverti-extraverti, la fonction sensation, sensitive, la fonction sentiment et la fonction pensée. Chacun des êtres humains ont l'ensemble de ces 8 fonctions dans leur néocortex. La seule chose qui va changer d'un être humain à l'autre sera l'emplacement de ces fonctions cognitives. Et en fonction de l'emplacement de ces fonctions cognitives, cela va déterminer ce que l'on appelle un type de personnalité. Chaque être humain naît avec un des 16 types de personnalité. Il naît comme ça et ne pourra jamais le changer. C'est-à-dire que vous naissez avec votre type de personnalité, vous ne pourrez jamais être autre chose. Et cela complètement indépendamment de votre éducation, de votre cercle social, de vos gènes ou de toute autre influence extérieure. Donc, premier type de la nature, le type de personnalité, c'est-à-dire les fonctions cognitives qui régissent votre vision du monde et votre capacité à percevoir et à interpréter tout ce qui vous arrive. Un autre élément de la nature est l'ego. C'est le « je suis » qui est formaté par la pression de l'ego des autres personnes et qui va être modelé, lui, en revanche, par la pression extérieure des autres. Quoi qu'il en soit, l'ego, le « je suis » est le décideur final sur l'ensemble des autres influences qui régissent la psyché de l'individu. C'est-à-dire qu'aussi puissante que soit la pulsion, vous aurez toujours le choix, en dernier recours, en dernier lieu, de ne pas y céder. L'ombre maintenant. L'ombre est ce qui pollue l'individu. L'ombre se crée à chaque fois qu'il y a une tension entre une partie de la psyché et une autre partie de la psyché. Par exemple, entre l'ego, qui veut dire « va te faire foutre » à son patron, et entre le persona, qui va dire « bien sûr, avec plaisir ». Cette ombre va s'accumuler dans l'inconscient personnel. Elle peut également se créer quand il y a un conflit entre 2 archétypes qui s'opposent et qui veulent s'exprimer dans la psyché. L'ombre doit être vidée, sinon elle s'accumule jusqu'à exploser et créer une névrose. En synthèse, la nature d'un individu est donc composée de ses fonctions cognitives, de son ego, de son ombre et de l'ensemble des expériences personnelles qu'il va vivre et qui vont être stockées dans son inconscient collectif. Dans son inconscient personnel, pardon. La nature est mouvante et va changer tout au long de la vie, des expériences, de la connaissance et de la sagesse que va accumuler l'individu. Qu'est-ce que la culture, maintenant ? La culture, c'est l'expression d'un ou plusieurs archétypes. Parmi les centaines de milliers de différents archétypes qui existent, certains vont plus ou moins être présents naturellement ou de manière forcée chez un individu ou dans une société. Ce qui va faire qu'une société va être influencée de telle ou telle manière. Par exemple, l'archétype du guerrier étant dès le plus jeune âge prôné, encouragé et développé chez les jeunes spartiates, cela va créer une société avec un fort archétype du guerrier. Et plus un archétype va être présent dans une société, plus la société va tendre vers la tendance de son archétype. D'où le fait que les Spartiates avaient des limites, des barrières très fortes, avaient une grande combativité, avaient des terrains qu'ils ne cessaient de vouloir expandre. Également, dans les abbayes, bien que ce soit plus local, il y avait surtout l'expression de ce que l'on peut appeler le magicien, c'est-à-dire le savant, d'où le fait que beaucoup de connaissances étaient stockées, étaient emmagasinées. Donc la tendance des abbayes, c'était davantage l'expression d'un archétype qui favorisait l'apprentissage, le développement de la compétence et la retransmission de cette compétence et de toutes ces connaissances, qu'elles soient scientifiques, pragmatiques, théologiques ou autres. Aujourd'hui, dans la société occidentale dans laquelle nous vivons, du XXIe siècle, on va surtout observer, surtout chez les Locke, que sont les jeunes de ma génération, l'archétype du puer aeternus, c'est-à-dire l'enfant éternel, qui refuse de grandir, incarné par le symbole de Peter Pan. Ce qui engendre forcément du flasque et une incapacité à grandir, à agir, à être dans le mouvement, de la compulsivité et une incompétence chronique dans quoi que ce soit, un déni de la réalité, des réactions excessives pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et surtout une congestion de toutes les compétences, de toute la matière grise vers des choses qui n'ont absolument pas lieu d'être. Vous remarquerez qu'une petite partie de mon ombre parle, ternissant un petit peu le côté de cet archétype, parce qu'un archétype est par nature neutre. Cependant, son expression va faire tendre l'individu vers quelque chose qui va être plus ou moins neutre. Également, un archétype peut être exprimé d'une manière mature, ce qui est l'objectif bien entendu, ou d'une manière immature. Et l'immaturité d'un archétype sera toujours bipolaire, c'est-à-dire qu'il existera un côté beaucoup trop actif de cet archétype qui va l'amener
le plus souvent à son autodestruction ou à la destruction de son environnement, et un côté complètement passif, où l'archétype est quasiment inexistant, qui va entraîner un manque de confiance, un manque de repères et une incapacité totale à agir avec cet archétype. Mais l'archétype, une fois mature, permet l'équilibre, ne sera pas trop actif, mais le sera suffisamment pour être digne de consistance et être dans l'action. Par exemple, l'archétype du guerrier, dans sa version beaucoup trop active, va engendrer la destruction, la détestation du faible et le fait d'entraîner des guerres et des choses qui ne sont pas forcément très équilibrées. Cependant, dans sa forme passive, ça va faire qu'il n'y aura aucune limite, aucune capacité de gérer des ressources et donc un effondrement du territoire ou de la chose qu'il est censé défendre. Dans son équilibre, il permettra la gestion des ressources, des limites qui n'auront pas pour but de conquérir mais de protéger sans que personne puisse venir interférer au sein du territoire du guerrier. Dans sa forme passive, le guerrier va transformer son hôte en une grosse loque, une grosse victime, et dans sa forme active, il va entraîner la détestation du faible et la destruction de l'ensemble de son environnement ainsi que de lui-même. Dernier point concernant les archétypes, le moment de leur expression. Que ce soit dans la vie d'un individu ou que ce soit en fonction des situations qui lui sont présentées, certains archétypes vont être plus ou moins nécessaires et bien accueillis ou mal accueillis dans une situation. Certains archétypes vont être plus ou moins utiles et efficaces dans une situation. Par exemple, certains archétypes correspondent à l'enfance et ces archétypes dans leur version mature sont nécessaires et sont souhaités durant l'enfance. Cependant, ils vont devoir évoluer, se transformer en d'autres archétypes pendant l'âge adulte. Et si cette chose ne se fait pas, on garde un enfant avec des archétypes d'enfant, même si l'individu aura 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans. Également en fonction des situations. Bien entendu, quel que soit l'archétype ou les archétypes qui sont exprimés, cela se fera au travers du prisme de la nature d'un individu. Donc même si l'archétype dans sa version la plus pure, c'est-à-dire dans cette mémoire de l'inconscient collectif, est plus ou moins semblable à l'ensemble des individus, quand il s'exprime, la nature de l'individu le fait s'exprimer d'une telle ou telle manière. Bien entendu, dans la langue de l'individu, parce que l'archétype en lui-même ne parle pas, c'est une image, c'est un symbole, c'est une pulsion, c'est une énergie qui va se transformer via la nature de l'individu. Également, il peut y avoir plusieurs archétypes qui s'expriment d'un coup. Si ces archétypes coopèrent, on va atteindre un équilibre et donc une fusion assez agréable entre les archétypes et la nature. Cependant, s'ils ne veulent pas coopérer, ça va créer de l'ombre, ça va créer du remous, ça va créer du déséquilibre au sein de la psyché de l'individu. Et l'objectif pour n'importe quel individu qui souhaite atteindre l'équilibre et une capacité à construire sur le long terme sans éprouver de la fatigue, sans éprouver du dégoût, sans avoir la flemme du jour au lendemain de continuer son projet, de continuer son action, c'est de développer ce qui s'appelle en psychologie l'axe ego-soi. Le soi, ça va être l'ensemble des caractéristiques matures de la psyché, donc l'expression du bon archétype au bon moment, et l'ego qui tranchera toujours, qui sera l'arbitre pour sélectionner ce qui lui semblera être la meilleure des choses. Car l'archétype n'est pas l'individu. Et en bout de course, ce sera toujours la nature, la conscience et l'ego de l'individu qui fera le choix de ce qui lui semblera être le mieux pour le dit individu et donc pour la survie de l'ego. C'est-à-dire qu'aussi forte que soit la pulsion qu'aura une personne pour quelque chose, l'ego pourra l'arbitrer, pourra lui permettre d'exprimer cette pulsion, de l'exprimer de telle ou telle manière, de l'exprimer à un certain degré, à un certain pourcentage. Également, certains archétypes sont plus ou moins profonds. Par exemple, l'animus et l'anima sont les archétypes de tout ce qui est lié au masculin et de tout ce qui est lié au féminin. L'expression d'un animus, c'est donc l'expression de tout ce qui va être masculin. L'expression d'un anima sera l'expression de tout ce qui va être féminin. D'autres archétypes, eux, sont constamment nécessaires pour pouvoir être équilibrés, pour pouvoir faire des choix pertinents dans nos vies. Par exemple, l'archétype du masculin sacré, l'archétype du féminin sacré. Plus le féminin et le masculin sacré seront matures, seront évolués, plus l'ensemble des choses qui vont graviter autour, c'est-à-dire le projet qu'aura cet homme ou cette femme, d'autres archétypes qui pourront s'exprimer à tel ou tel moment dans telle ou telle situation, seront boostés par la maturité primaire de ces archétypes qui seront ce socle et donc qui permettront au reste d'avoir une meilleure saveur, une meilleure texture. La culture est donc quelque chose de stable qui sera influencé par le temps, par les générations et par l'expérience de chacun, mais sur plusieurs années, voire sur plusieurs centaines d'années. Et ça sera l'équilibre et l'expression de la nature ainsi que de
de la culture qui vont permettre un bon équilibre du soi et au soi de s'exprimer. Le soi étant ici l'individu. L'individu qui aura des pulsions, des énergies, des besoins provenant de sa culture, par exemple de son archétype profond de l'animus et de l'anima qui lui fera chercher son opposé. L'expression d'autres archétypes comme de son masculin ou de son féminin sacré qui vont l'amener à vouloir faire certaines choses reliées directement à cet archétype tout en suivant les valeurs morales qui seront stockées dans son inconscient personnel et en ayant une manière de communiquer avec les autres via son persona, en ayant des sentiments, des émotions, des idées qui lui sont propres avec l'ego, etc. Et donc, une bonne maîtrise et une bonne connaissance de sa nature propre, c'est-à-dire de son expérience de vie, de ses traumas, de ses peurs, de ses souvenirs, de ses compétences, de ses objectifs, ainsi que de sa culture, les archétypes qui se développent, est-ce que ce sont les bons archétypes dans leur version mature, est-ce qu'il y a une bonne transition, est-ce que j'ai tendance à aller vers un archétype, l'influence qu'aura mon ombre sur moi, etc. Ça va être l'ensemble de ces connaissances et de cette maîtrise qui vont permettre à un individu de se développer, d'aller dans le sens dans lequel il souhaite aller, et donc de maîtriser son destin. Voilà, maintenant vous connaissez les mécanismes qui régissent votre psyché. Plus qu'à apprendre à les maîtriser et vous aurez votre destin en main.